Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode précédent, on avait évoqué plusieurs thématiques avec Position Revue et Samy Bounois, c'était une conversation qui portait principalement sur des questions liées à la décroissance et à nos modèles économiques, mais il y a un auteur en particulier qu'on a évoqué en passant, sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est Gunther Anders. D'ailleurs, si vous suivez aussi ce que je fais sur YouTube, il était également mentionné dans ma vidéo récente sur la philosophie de Dune, l'œuvre de science-fiction de Frank Herbert, parce que Gunther Anders a beaucoup réfléchi au rapport entre l'homme et ses créations, en particulier les machines, et que c'est une thématique qui est présente dans beaucoup de récits de SF, dont Dune. Mais donc voilà, aujourd'hui je voulais consacrer un épisode spécialement à Gunther Anders pour évoquer plus précisément ces concepts de décalage et de honte prométhéenne, et plus largement le fond des réflexions qu'il développe dans son livre L'obsolescence de l'homme. Alors, quelques éléments biographiques avant de commencer. Gunther Anders, donc c'était un philosophe allemand né en 1902 et mort en 1992. En fait, Anders d'ailleurs c'était pas son vrai nom, mais un pseudonyme, puisque son nom de famille véritable, son nom de naissance, c'était Stern. Il est issu d'une famille juive, ce qui implique, vous vous en doutez, que pendant toute une partie du XXe siècle, il n'a pas vécu dans son pays natal, il n'y est même jamais vraiment retourné, en fait, puisque, après la Seconde Guerre mondiale, s'il est revenu en Europe, il a préféré s'établir en Autriche, où il est mort en 92 donc. Avant ça, il avait fait un passage dans les années 30 en France, avant de partir en 1936 pour les États-Unis. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'il a divorcé de sa première femme, qui est un grand nom de la philosophie, puisqu'il s'agit d'Hannah Arendt. Avant ça, d'ailleurs, elle et lui avaient été élèves de Heidegger, ce qui explique la continuité thématique entre lui et Anders. L'un comme l'autre ont écrit sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, le rapport entre l'homme et la technologie. Et justement, donc, ça m'amène à la ressource principale sur laquelle on va s'appuyer, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'épisode d'aujourd'hui va faire beaucoup référence à L'obsolescence de l'homme, un livre que Gunther Anders a publié en 1956, donc quelques années après son installation en Autriche, ou plus exactement, il a publié le premier tome en 1956, la suite est arrivée beaucoup plus tard avec un tome 2 en 1980 et la dernière partie, non achevée, en 89-90. Mais si on en revient donc à la parution du tome 1, c'est aussi à ce moment que Anders a commencé vraiment à s'engager politiquement, pas uniquement à travers une critique de la technique, mais même plus particulièrement à travers une critique du nucléaire. C'est quelqu'un qui a été profondément impacté par Hiroshima et Nagasaki, et qui voyait ces deux événements comme extrêmement signifiants philosophiquement, dans notre rapport au progrès, à la technologie, et dans les potentialités destructrices associées à ceci. C'est d'ailleurs un peu sur ces deux bombardements au Japon qu'il a fondé son concept de décalage prométhéen, et on va y venir après. Avant ça, je voulais vous lire un premier extrait de L'obsolescence de l'homme, dans lequel Anders introduit donc son premier concept prométhéen. Ça intervient d'ailleurs au tout début du livre, et c'est en fait un extrait de son journal personnel qu'il a repris pour le bouquin. Ça raconte une expérience singulière qu'il a vécue en compagnie d'un ami à lui, T, alors qu'ils visitaient tous les deux une exposition dans laquelle étaient présentées des machines visiblement assez innovantes. Je cite. 11 mars 1942. Ce matin, je crois bien avoir découvert la trace d'un nouveau motif de honte encore inconnu dans le passé. Pour le moment, je l'appelle la honte prométhéenne. Et j'entends par là la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. J'ai visité avec T une exposition technique que l'on venait d'inaugurer dans le coin. T s'est comporté d'une façon des plus étranges. Si étrange que j'ai fini par l'observer lui, plutôt que les machines exposées. Dès que l'une des machines les plus complexes de l'exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s'est tu. J'ai été encore plus frappé quand il a caché ses mains derrière son dos, comme s'il avait honte d'avoir introduit ses propres instruments balourds, grossiers et obsolètes dans une haute société composée d'appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement. Mais ce « comme s'il avait honte » est encore insuffisant. Car le tableau ne présentait aucune ambiguïté. Les choses qu'il trouvait exemplaires, supérieures à lui, et qu'il considérait comme les représentantes d'une classe d'êtres plus élevée, jouaient réellement pour lui le même rôle qu'avaient joué, pour ses ancêtres, les personnes incarnant l'autorité ou bien les milieux considérés comme plus élevés. Dans sa balourdise physique, dans son imprécision de créature, devoir rester là, debout, sous le regard de cet appareillage parfait, lui était réellement insupportable. Il avait vraiment honte. Donc ici, on a la prémisse du raisonnement d'Anders sur le développement des machines, mais avant de développer, il me semble qu'il faut parler du mythe de Prométhée, puisque donc les concepts de Gunther Anders font explicitement référence à cette figure connue de la mythologie grecque. Donc Prométhée, dans la Théogonie d'Hésiode, c'est un titan un peu malin qui va antagoniser Zeus, le dieu suprême, en lui jouant des tours, et du coup une rivalité naît entre les deux, notamment à cause d'une histoire d'offrande trompeuse faite par Prométhée, et ensuite par les hommes aux dieux. Et donc ça provoque déjà un peu la colère de Zeus, qui pour punir les humains et leur champion, donc Prométhée, va en gros dissimuler le feu, retirer l'accès au feu à l'humanité, ce qui est un petit peu embêtant dans le contexte de l'époque, et donc Prométhée va s'empresser évidemment de dérober le feu et de le rendre aux hommes, ce qui va attiser encore plus la colère divine et rendre Zeus proprement furieux. Pour se venger du coup, et pour sanctionner Prométhée de sa traîtrise, comme punition finale, Zeus fait enchaîner le titan et le condamne à se faire dévorer le foie par un aigle, sachant que le petit bonus c'est que ses membres se régénèrent en permanence, donc sa punition en fait c'est de se faire dévorer le foie par un aigle tous les jours pour l'éternité. Un peu dur. Bref, voilà dans les grandes lignes le mythe de Prométhée, et du coup on pourrait se dire,
Finalement, quel rapport avec les machines, les technologies modernes, etc. Mais évidemment, le feu prométhéen qui est dérobé à Zeus, c'est une parabole qui ne représente pas simplement l'accès au feu, mais plus largement la connaissance, la technologie, la technique, et même au sens global tout simplement la civilisation, en fait. Prométhée, c'est la figure qui pousse l'humanité sur la voie du développement et du progrès, et donc potentiellement vers des découvertes dangereuses, comme avec l'arme atomique par exemple. C'est un peu ça le sens du mythe, souligner l'hubris de l'humanité et son champion Prométhée, qui veulent tromper, égaler, voire même dépasser les dieux de l'Olympe qui sont pourtant leurs créateurs, quitte à subir des conséquences plus que fâcheuses en retour. Et donc c'est pour ça que Anders y fait référence dans ses concepts. Il y a quelque chose de prométhéen dans le développement des machines. En tout cas, c'est son point de vue. C'est d'ailleurs une métaphore qui a été reprise dans la pop culture avec le film Prometheus, de Ridley Scott, qui est en fait dans la franchise Alien, et dont toute l'intrigue tourne autour d'une question justement sur les robots, les intelligences artificielles, et aussi d'ailleurs le rapport entre créature et créateur. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouvel extrait à vous lire de L'obsolescence de l'homme, où ce parallèle avec Prométhée est clarifié. C'est toujours au début du livre. Je cite. « La fierté prométhéenne consiste à ne rien devoir qu'à soi-même, y compris soi-même. Si cette posture typique du self-made man du XIXe siècle n'a pas encore tout à fait disparu, elle n'est sans doute plus vraiment représentative de ce que nous sommes aujourd'hui. D'autres attitudes et d'autres sentiments l'ont à l'évidence remplacée par suite du destin particulier du prométhéisme. Car celui-ci a connu un véritable renforcement dialectique. Prométhée l'a emporté en quelque sorte d'une façon trop triomphale, d'une façon si triomphale que maintenant, confronté à ses propres œuvres, il commence à étouffer cette fierté qui lui était encore si naturelle au siècle passé pour la remplacer par le sentiment de sa propre infériorité, la conviction d'être plutôt pitoyable. Qui suis-je désormais ? Se demande le Prométhée d'aujourd'hui, bouffon de son propre parc de machines. Qui suis-je désormais ? C'est donc par rapport à ce nouveau modèle qu'il faut considérer le désir que nourrit l'homme d'aujourd'hui de devenir un self-made man. Un produit, s'il veut se fabriquer lui-même, ce n'est pas parce qu'il ne supporte plus rien qu'il n'ait fabriqué lui-même, mais parce qu'il refuse d'être quelque chose qui n'a pas été fabriqué. Ce n'est pas parce qu'il s'indigne d'avoir été fabriqué par d'autres, Dieu, les divinités, la nature, mais parce qu'il n'est pas fabriqué du tout, et que, n'ayant pas été fabriqué, il est de ce fait inférieur à ses produits. Fin de citation. Donc ici, au-delà de la question prométhéenne, et on y reviendra, on voit aussi poindre un aspect intéressant de l'analyse d'Anders sur la notion de produit. Et il y a une réflexion à avoir, il me semble, sur l'étymologie du mot. Aujourd'hui, globalement, un produit, ça représente, en gros, le résultat mercantile, notamment, d'un processus industriel qui aboutit à un objet, ou un service, selon les industries. Mais donc un objet qui est destiné à la vente et à la consommation. Et c'est en ce sens-là que Anders l'entend. Mais moi, j'aimerais aussi souligner que l'origine première du terme, elle est pas inintéressante non plus par rapport à notre sujet. Puisque le verbe produire vient du latin producere, qui veut dire mener, conduire vers l'avant. Et là, on trouve un lien avec la notion de progrès qui me semble particulièrement important. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si les deux mots, produit et progrès, commencent par le même préfixe pro, vers l'avant. Il y a une notion de mouvement, et notamment de mouvement temporel potentiellement, qui me semble évidente dans les deux termes, et c'est pas un hasard si on associe le développement de la production, notamment industrielle, à un progrès. Et à ce sujet, avant de reprendre sur Anders, je voulais faire un parallèle avec Dune, l'œuvre de science-fiction que j'ai mentionnée en intro, donc c'est de Frank Herbert. Vous savez sans doute qu'en ce moment il y a la seconde partie de l'adaptation de Denis Villeneuve au ciné, et pour l'occasion j'en ai un peu parlé dans une vidéo sur YouTube, dans laquelle faisait justement un parallèle entre ce que dit Herbert dans Dune et la pensée de Gunther Anders, et justement pour vous montrer qu'il y a des liens évidents entre les deux, je voulais vous relire un très court extrait de Dune, que j'ai déjà lu dans d'autres épisodes d'ailleurs, mais qui montre bien une des pierres angulaires de la réflexion philosophique sur le progrès que porte par exemple Anders. Je cite. Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Fin de citation. Alors, c'est ma lecture personnelle, et il y en aura peut-être parmi vous qui seront pas d'accord, mais moi je pense pas qu'il faille voir dans ce genre de considération un simple réflexe lié à du conservatisme ou une forme d'antiprogressisme, aussi bien chez Frank Herbert que dans les écrits de Gunther Anders. Non, moi je pense que ces auteurs cherchent avant tout à nous mettre en garde sur les potentiels dangers du progrès technique. Pas pour l'empêcher en soi, mais pour potentiellement l'encadrer. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on cherche à faire en ce moment avec, par exemple, les modèles de langage multimodaux comme ChatGPT. Ces intelligences artificielles, on veut les encadrer, et à juste titre. Et justement, là, il y a quelques jours, le 13 mars 2023, les députés européens ont voté une loi en ce sens, qui semble-t-il est plutôt pertinente, puisqu'elle prévoit notamment, pour les entreprises comme OpenAI qui commercialisent ces technologies, des obligations de transparence, des obligations de respect des droits d'auteur, notamment pour les modèles de génération d'images, je pense, et différentes interdictions dont le but est de préserver ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Bref, je dis pas que c'est parfait, moi je suis quand même assez circonspect sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais dans ce cas précis, ça semble être plutôt une bonne démarche. Je ferme cette parenthèse, mais tout ça pour vous dire que c'est exactement, je pense, le genre d'approche que Gunther Anders veut favoriser dans notre rapport à la technique.
Parce que, de son point de vue, il y a un risque majeur associé au développement de nouvelles technologies, et ce risque, c'est son deuxième concept qui fait référence au mythe de Prométhée. C'est ce qu'il appelle, cette fois non pas la honte, mais le décalage prométhéen. On l'avait évoqué dans notre conversation récente avec Samy Bounois et Position Revue, mais donc, ce que désigne le décalage prométhéen, c'est en quelque sorte la discordance grandissante qui existe entre l'être humain et les technologies toujours plus avancées qu'il crée. L'idée ici, c'est de souligner que, à mesure qu'on avance sur la voie du développement technique et de ce qu'on appelle le progrès, on crée des outils aux potentialités dévastatrices de plus en plus monumentales. Et qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est ça le décalage. Nous sommes décalés par rapport aux conséquences possibles que notre progrès technique instaure. Dans la conversation avec Samy et Position Revue, on a aussi brièvement mentionné Oppenheimer. Alors, au-delà du film de Christopher Nolan, effectivement, le projet Manhattan, c'est un peu la matérialisation du décalage prométhéen, puisque c'est ça qui a fait naître la bombe atomique. J'ai un nouvel extrait de l'obsolescence de l'homme à vous lire à ce sujet. Gunther Anders y parle à la fois du décalage prométhéen, et justement de l'arme atomique, plus précisément de la bombe H. Je cite. L'asynchronicité chaque jour croissante entre l'homme et le monde qui l'a produit, l'écart chaque jour plus grand qui les sépare, nous l'appelons le décalage prométhéen. Ce décalage n'est naturellement pas resté inconnu. Il a été envisagé par exemple dans la doctrine marxiste de la superstructure, et en particulier dans la discussion sur la différence de rythme entre la superstructure et l'infrastructure. Mais seulement envisagé. Car le décalage auquel le marxisme s'est intéressé n'est qu'un cas parmi d'autres. Il n'est qu'un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste, au sein duquel on peut distinguer des phénomènes de décalage extrêmement diversifiés. À côté de la différence traitée par le marxisme entre, d'un côté, les rapports de production et de l'autre, les théories idéologiques, il y a par exemple les décalages entre l'action et la représentation, entre l'acte et le sentiment, entre la science et la conscience, et enfin, surtout, entre l'instrument et le corps de l'homme, qui n'est pas fait sur mesure pour le corps de l'instrument. Tous ces décalages, dont chacun jouera son rôle au cours de la présente recherche, correspondent à une même structure, celle de l'avance ou du retard de l'une de nos facultés sur une autre. Tout comme la théorie idéologique est en retard sur les rapports effectifs, la représentation est en retard sur l'action. Nous sommes capables de fabriquer la bombe à hydrogène, mais nous n'arrivons pas à nous figurer les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes fabriqué. De la même manière, nos sentiments sont en retard sur nos actes, nous sommes capables de détruire à coups de bombe des centaines de milliers d'hommes, mais nous ne savons ni les pleurer, ni nous en repentir. C'est ainsi que, dans un écart maximal, le corps humain reste finalement à la traîne, bon dernier, retardataire honteux encore drapé aujourd'hui dans ses haillons folkloriques et mal synchronisés avec ceux qui marchent en tête. Alors, je trouve qu'il écrit bien déjà, je sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, le constat d'Anders est assez dur, et en même temps, il développe quelque chose de vraiment intéressant à mes yeux avec cette idée de décalage. Et je pense que le sens qu'il faut mettre derrière son propos, c'est que, du fait de son développement technologique exponentiel, l'humanité est confrontée à un défi unique. Alors que nos capacités techniques nous permettent d'accomplir des exploits a priori incroyables et de plus en plus fous, explorer l'espace, manipuler la génétique, etc., eh bien, notre capacité à prévoir et à gérer les implications de ces avancées ne progresse pas au même rythme. Dit autrement, notre pouvoir de créer dépasse notre sagesse pour contrôler et comprendre les conséquences de nos créations. Et c'est ça que le terme décalage prométhéen met en lumière, cette asymétrie entre notre aptitude à innover technologiquement et notre capacité à réfléchir aux implications morales, éthiques et sociales de ces innovations, la bombe H étant un peu le paroxysme de cette tendance. Et justement, pour la dernière partie de cet épisode, je voulais parler de ce qui constitue également la dernière thématique traitée par Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme. Et c'est un sujet qui est tout à fait réjouissant qu'on vient d'esquisser, puisque notre ami consacre la fin de son livre à la question de l'arme atomique, dans une partie d'ailleurs qui s'intitule « Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l'apocalypse ». On peut difficilement faire plus optimiste. Quoi qu'il en soit donc, ça me paraissait intéressant de vous partager aussi les réflexions d'Anders là-dessus. On a une période où le nucléaire s'est fait quand même une place importante dans le débat sur les énergies, et de mon point de vue à juste titre. Mais le nucléaire, évidemment, c'est aussi une technologie militaire, à laquelle on pense quand même relativement peu compte tenu du danger véritable qu'elle représente. Alors, c'est un peu moins vrai ce que je dis là depuis le début du conflit ukrainien, mais au global, on est quand même dans une forme de déni collectif vis-à-vis de ça, alors qu'un accident est quand même très vite arrivé. D'ailleurs, il y en a eu des moments dans l'histoire où on a échappé de justesse à des guerres nucléaires. Je pourrais citer plein d'événements, il y en a eu quasiment à chaque décennie depuis les années 50. Mais si vous voulez juste un exemple, vous pouvez vous renseigner sur la fausse alerte soviétique de 1983, au cours de laquelle, en gros, un officier soviétique, donc Stanislav Petrov, qui était de garde sur une base de défense antiaérienne située au sud de Moscou, a reçu des alertes informatiques le prévenant de la détection de 5 missiles en approche, et heureusement, Petrov étant malin, il s'est dit que 5 ça faisait quand même pas beaucoup, que c'était probablement une erreur. Et c'est ce qu'il a indiqué à ses supérieurs, qui lui ont fait confiance, et qui n'ont pas riposté, et ils ont eu raison, puisque c'était effectivement une erreur, il n'y avait pas de missiles. Mais ça, c'est un exemple d'une situation dans laquelle il y aurait pu avoir des conséquences graves, comme une escalade nucléaire. Et c'est justement sur ça qu'Anders veut nous mettre en garde. Mais ça va plus loin que simplement attention, danger.
Ce que Anders nous dit, encore une fois, c'est que nous sommes fondamentalement incapables de nous représenter la véritable portée destructrice de ces technologies. J'ai un nouvel extrait que je voulais vous lire à ce sujet, qui est cette fois tiré plutôt de la fin de l'obsolescence de l'homme, extrait dans lequel Gunther Anders introduit notamment la distinction entre la fin et les moyens. Je cite. À supposer que quelqu'un poursuive le but hérostratique d'anéantir le monde, ce qui n'est pas le cas, continuer à produire des armes atomiques ne reviendrait pas pour autant à produire des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, cela ne reviendrait en aucune façon à produire des moyens pour la bonne raison que, et tous les experts s'accordent sur ce point, la quantité s'est déjà transformée en qualité. Je veux dire que la puissance virtuelle des bombes aujourd'hui stockées est déjà absolue, ce qui signifie qu'elle suffit déjà à atteindre ce but cosmique et hérostratique. C'est pourquoi il paraît décidément absurde de continuer encore à augmenter la taille, la puissance explosive ou le nombre de bombes. Rien ne peut accroître le danger absolu qui est entre nos mains. Rien ne peut amplifier l'effet des bombes actuelles. En tout cas, renforcer le moyen n'ajoutera rien à sa puissance, tout comme aucun comparatif ne saurait rien ajouter à l'adjectif « mort ». C'est intéressant ce qu'il dit, effectivement, quand on est mort, on peut pas être plus mort que mort. Et on a ce rapport-là un petit peu, je trouve, à la bombe atomique, on est dans une sorte de surenchère, de course, qui n'a plus aucun sens, parce que si on voulait s'atomiser mutuellement, et détruire la planète, on pourrait le faire. Et dans cet extrait, et même plus largement dans la partie finale de l'obsolescence de l'homme, vous l'aurez compris, Anders s'attarde sur la singularité profonde que représente l'arme atomique. Et l'important à retenir dans cette partie, selon moi, c'est notamment ce que vous avez pu noter là dans l'extrait, sur les moyens. Vous connaissez l'adage qui dit que la fin justifie les moyens. En gros, l'idée derrière ça, c'est une forme d'utilitarisme. Si la finalité d'une action est positive, alors dans une certaine mesure, ça justifie les moyens employés pour y parvenir. Mais ce que nous dit Gunther Anders dans son livre, c'est qu'au fil du temps, à mesure que l'humanité a progressé sur le chemin de la technique, tout ça, ça s'est brouillé. Ce n'est plus la fin qui justifie les moyens, ce sont les moyens qui justifient la fin. Anders dit même littéralement que la production de moyens est devenue la fin de notre existence. Et c'est vrai, je pense, de beaucoup de technologies, nous, humains, les produisons parce qu'on peut les produire. Et que cette forme de progrès nous semble intrinsèquement être un but noble. Ça donne du sens à nos vies. Mais en vérité, ça peut tout à fait se discuter. Si on invente des choses qui finissent par nous détruire, nous faire du mal, est-ce que véritablement c'était une bonne finalité pour nos vies de travailler à la production de ces technologies? J'en suis pas sûr. Et il me semble que ce sont des considérations très importantes à méditer. Quoi qu'il en soit, pour ne pas terminer l'épisode sur une note trop sombre, je voulais pour finir vous lire un dernier extrait, qui est d'ailleurs aussi la conclusion de l'obsolescence de l'homme, et qui étonnamment est légèrement moins pessimiste que tout ce qui a précédé. Je dis pas que c'est joyeux, mais il y a une ouverture intéressante de la part de Gunther Anders qui vient conclure son livre, notamment vis-à-vis de notre rapport à l'arme atomique. Je cite. « Car si la bombe a eu un effet, c'est d'avoir fait aujourd'hui de l'humanité une humanité en lutte. Elle a réussi là où les religions et les philosophies, les empires et les révolutions avaient échoué. Elle a vraiment réussi à faire de nous une humanité. Ce qui peut tous nous toucher nous concerne tous. Le toit qui s'effondre est devenu notre toit à tous. C'est en tant que morts en sursis que nous existons désormais. Et c'est vraiment la première fois. Nous n'avons pas lieu d'être fiers qu'il ait fallu la bombe pour que nous y parvenions, mais oublions cela. Maintenant, nous sommes de fait des morts en sursis. Prouvons que nous pouvons l'être sans nous résigner, et vivons dans l'espoir du jour où nous compterons les peurs apocalyptiques d'aujourd'hui parmi les cauchemars du passé, et où l'on pourra dire des propos que j'ai tenus ici, quel pathos inutile. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches, le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.